Salut tout le monde et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau colossal, une véritable boussole des relations humaines, l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Mais attention, on va zoomer exclusivement, et je dis bien exclusivement, sur le livre 8. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est entièrement consacré à l'amitié. Les autres livres de cette œuvre magistrale, on les garde pour d'autres explorations. Écrit il y a plus de 2000 ans, ce texte-là dresse une carte de nos connexions qui est, honnêtement, encore parfaitement d'actualité aujourd'hui. Croyez-moi, on a en masse de pain sur la planche juste avec ce livre-là. Pour commencer, posons-nous une question toute simple, mais qui vient chercher absolument tout le monde. Imaginez 2 secondes que vous avez tout. Tout l'argent du monde, un pouvoir absolu, la gloire, tout le kit. Même avec toute cette richesse-là accumulée, est-ce que la vie vaudrait vraiment la peine d'être vécue s'il n'y avait aucun ami avec qui la partager? Bon, plongeons là-dedans. Cette citation d'Aristote, elle frappe direct dans le mille. Pour lui, l'amitié, c'est pas juste un petit bonus dans la vie ou un passe-temps le fun pour le week-end. Pas du tout. C'est une nécessité fondamentale. C'est littéralement le ciment de notre existence. Aristote nous dit que même les personnes les plus riches et puissantes ont plus que quiconque besoin d'amis, ne serait-ce que pour avoir quelqu'un envers qui être généreux ou pour protéger ce qu'ils ont, parce que sans alliés, la richesse est terriblement fragile. Puis quand on traverse des coups durs ou des passes plus difficiles, les amis, c'est souvent notre seul et unique refuge. Et ce chef-d'œuvre classique de l'éthique, ça reste pas juste dans les nuages avec de la philosophie abstraite. Aristote nous offre une vraie anatomie, une classification super méticuleuse de la façon dont on connecte les uns avec les autres. Son approche est presque scientifique. Il prend nos interactions, il les dissèque pour en comprendre les rouages moraux et pratiques, et il expose exactement comment nos attachements fonctionnent. Alors, au menu pour notre parcours aujourd'hui, on a 5 grandes étapes. 1. La nécessité de l'amitié. 2. Les 3 types d'amitié. 3. L'amitié parfaite par la vertu. 4. L'équilibre entre égalité et justice. Et finalement, on regarde l'amitié à l'échelle de la cité. C'est parti! On y va avec la première partie, la nécessité de l'amitié. Pourquoi est-ce qu'on est foncièrement, presque biologiquement programmé pour avoir besoin d'amis toute notre vie? Aristote observe que le rôle de l'amitié s'adapte à notre âge. C'est super dynamique. Quand on est jeune, nos amis, ce sont nos garde-fous. Ils nous empêchent de faire des niaiseries ou des erreurs impulsives. Au crépuscule de notre vie, l'amitié se transforme en système de soins et de soutien pour compenser, quand le corps suit un peu moins. Puis dans la force de l'âge, c'est là que les amis nous poussent à accomplir de grandes choses. Aristote cite même le poète Homère avec l'expression « quand deux vont de compagnie ». En gros, ensemble, on est toujours plus fort pour penser puis pour agir. C'est un vrai moteur de motivation au quotidien. Ce qui nous amène directement à la partie 2, les 3 types d'amitié. Ce qui est vraiment intéressant avec cette grille-là, c'est qu'Aristote ne met pas toutes nos relations dans le même panier. Il y a 3 grandes motivations qui nous poussent vers les autres. La première, c'est l'amitié d'utilité. Pensez à vos collègues de covoiturage ou vos contacts de réseautage. La relation est là parce que c'est pratique et que chacun en tire un bénéfice. La deuxième, c'est l'amitié de plaisir. Ça, c'est le partenaire de tennis ou la personne avec qui vous tripez à aller voir des shows. On s'apprécie parce qu'on passe un bon moment ensemble. Mais attention, la subtilité ici, c'est que dans ces 2 cas, on n'aime pas l'autre pour qui il est au fond de lui, mais uniquement pour ce qu'il nous apporte. Finalement, au sommet de la pyramide, il y a la 3e forme, l'amitié fondée sur la vertu. Si on compare tout ça, la différence est majeure et implacable. Les amitiés d'utilité puis de plaisir, c'est super fragile. C'est purement accidentel. À la minute où le bénéfice ou le fun disparaît, pouf, l'amitié s'évapore avec. Aristote note d'ailleurs un truc super vrai sur l'âge. L'utilité, c'est souvent ce que cherchent les personnes plus âgées, alors que les jeunes, guidés par l'émotion du moment, carburent au plaisir. C'est pour ça qu'à un certain âge, on se fait et on défait des amis à vitesse folle selon nos loisirs. La vertu, en revanche, elle est basée sur ce que les gens sont intrinsèquement. C'est ancré, c'est moralement stable et c'est ce qui la rend super durable face aux aléas de la vie. On arrive donc à la partie 3, la forme suprême, l'amitié parfaite par la vertu. Le point crucial ici, c'est que l'amitié parfaite, c'est pas donné à tout le monde. C'est plutôt un idéal vers lequel on tend. Il faut chérir l'autre pour ce qu'il est en tant que personne, point final. Les 2 doivent se ressembler dans leur excellence morale. Mais Aristote nous prévient, des gens comme ça, c'est rare. En plus, ça prend un temps fou à bâtir. Il rappelle un vieux dicton très visuel. On peut pas se connaître vraiment avant d'avoir consommé ensemble la mesure de sel. Autrement dit, ça prend du temps puis des épreuves pour se prouver mutuellement qu'on est digne de cette profonde affection. L'envie d'être ami peut débarquer vite, mais la vraie amitié, elle, doit mijoter lentement pour installer la confiance. J'adore cette citation tirée du texte. Elle est d'une lucidité incroyable sur la nature humaine. Même la plus solide des amitiés a besoin de proximité et d'un engagement actif. Aristote nous dit bien que la distance géographique en soi, ça détruit pas l'amitié, mais ça empêche de la pratiquer au quotidien.
C'est là la nuance. Et si l'absence ou le silence s'étire trop longtemps, privant la relation de son oxygène, ça finit inévitablement par l'oubli. L'amitié parfaite est forte, oui, mais elle a soif de vie commune. 4e partie, comment on navigue avec l'égalité, l'inégalité et la justice. Ça illustre brillamment comment on gère les déséquilibres. Aristote relie l'amitié directement à la notion de justice. Prenez des gens égaux, comme des frères ou des camarades, l'équilibre est maintenu par un échange parfaitement égal de bénéfices. Mais qu'est-ce qui arrive entre un père et son fils ou un dirigeant et un citoyen? Là, il y a une inégalité naturelle. Pour garder la balance dans ces relations-là, Aristote dit que l'affection doit être proportionnelle au mérite. Celui qui donne le plus, genre le père qui donne la vie puis l'éducation, doit recevoir plus d'affection et d'honneur en retour. C'est ce surplus d'affection qui vient compenser l'inégalité de statut. C'est cette petite mécanique de balancier qui permet à la relation d'être juste et de persister. Savez-vous où est-ce que ça chicane le plus souvent? C'est plus que exclusivement dans les amitiés d'utilité. C'est fascinant pareil. Comme le dit Aristote, quand l'âme est mercantile, elle en veut toujours plus. Chacun a l'impression de recevoir moins que sa juste part, se plaint et exige plus de faveurs. Le calcul remplace l'affection. À l'inverse, dans l'amitié par la vertu, les individus rivalisent pour donner et faire le bien à l'autre. Personne ne va chioler ou s'indigner de recevoir trop de bienveillance de quelqu'un qui veut sincèrement aider sans rien attendre en retour. Dernière étape, la partie 5, on regarde comment tout ça se transpose à l'échelle de la société. Passons au niveau macro. Pour Aristote, nos relations personnelles intimes, c'est le modèle réduit de la société politique au grand complet. Il fait correspondre nos dynamiques familiales au grand système politique. La monarchie, c'est calqué sur l'amour d'un père, où le roi veille sur ses sujets comme un parent sur ses enfants. L'aristocratie, ça fonctionne comme la relation entre un mari et sa femme, basée sur l'excellence de chacun dans son rôle. Et la timocratie, qu'on pourrait voir comme l'ancêtre de la République, repose sur une stricte égalité, reflétant l'amitié loyale entre frères ou amis proches. En gros, il n'y a pas de rupture. L'amitié et la justice couvrent exactement le même terrain dans la cité. En poussant l'analyse plus loin et avec un regard complètement impartial, Aristote observe les déviations de ces systèmes. Dans une tyrannie, l'amitié est pratiquement inexistante. La raison est toute simple. Il n'y a absolument rien de commun entre le tyran qui cherche juste son profit absolu et le sujet dominé. L'analogie est frappante. C'est exactement comme un artisan puis son outil. De la même façon que tu ne peux pas être ami avec un marteau, tu ne peux pas l'être avec un sujet écrasé par un tel pouvoir. Par contre, dans les démocraties, vu que les citoyens sont statutairement égaux, ils partagent énormément d'intérêts et de responsabilités communes. C'est un terreau incroyablement fertile pour créer des alliances et une forte cohésion sociale. Fait que pour conclure notre exploration de ce fameux livre 8, c'est le temps de tourner ce miroir antique vers nous. En regardant vos innombrables contacts à travers la loupe d'Aristote, combien de vos relations se dissiperaient demain matin si l'utilité professionnelle ou le fun partagé de votre sport disparaissait? Et surtout, parmi toutes vos connaissances, avec qui avez-vous véritablement pris le long temps nécessaire pour consommer cette fameuse mesure de sel et atteindre cette amitié indéfectible ancrée sur le meilleur de vous-même? C'est une question intemporelle, parfois un peu vertigineuse, mais qui mérite indéniablement notre réflexion la plus profonde.